Les carnets de l'apothicaire, tome 5, par Yuganatsu, chapitre 3. Une mariée en déséquilibre, deuxième partie. J'aimerais bien que les ennuis nous laissent un peu de répit, lâcha Adwo déprimé. Mao Mao devait aller faire des emplettes avec l'ancienne concubine. Cependant, avec les derniers événements, elle pouvait faire une croix sur le tourisme. Elle, qui se faisait une joie d'acheter des curiosités de la capitale de l'Ouest, se retrouvait avec une tenue maussade, néanmoins adaptée à la situation. Jamais l'herboriste n'aurait imaginé assister à un enterrement dans un endroit pareil. En toute franchise, je suis contente qu'on ait évité un autre banquet, même si j'aurais préféré que les circonstances ne soient pas aussi tragiques, ajouta Adwo en sirotant son thé. Mao Mao en conclut qu'elle n'était pas la seule à s'agacer de ces soirées à répétition. La sœur de lait de l'empereur avait pu se permettre ce commentaire uniquement parce qu'elle n'était que deux à pouvoir l'entendre, l'herboriste et Swilei. Cette dernière est restée en général sous la surveillance d'un garde, sauf en présence d'Adwo. Ce qui n'était pas du tout de tout repos pour la jeune femme, car l'ancienne favorite, d'un tempérament curieux et espiègle, aimait taquiner son amie, toujours si sérieuse. Quand même, dire qu'elle a été poussée au suicide, c'est d'une violence, continua Adwo. Selon les conclusions tirées du corps retrouvé, la mariée s'était donné la mort. Une lettre d'adieu avait été découverte dans sa chambre. La malheureuse y avait couché la raison de son geste, la détresse que lui provoquait l'idée de partir dans un pays lointain. L'atmosphère enjouée du banquet avait pâti d'un tel drame. Le marié avait mal réagi. Il s'était agrippé à son beau-père avant de s'époumoner. Mao Mao ne connaissait pas la langue employée, mais le registre lui avait paru très fleuri. Les invités qui habitaient la capitale de l'Ouest, pour leur part, s'étaient contentés de baisser tristement la tête. Jinshi s'était empressé de montrer la lettre à l'herboriste, qui en avait conclu qu'elle avait été rédigée par la mariée. Elle n'écrit nulle part qu'elle a été poussée à l'acte, cela dit. Pour autant, Dame Adwo avait fait une remarque qui n'était pas à prendre à la légère. Déjà, c'était l'une de ses servantes qui avait trouvé la source du parfum, à l'origine de la mésaventure avec le lion. Ensuite, elle dégageait la même énergie que l'impératrice Gyokyo. Enfin, Mao Mao ignorait combien l'ancienne concubine en savait sur l'affaire. L'apothicaire ne devait pas négliger ses propos. La jeune promise se serait donc suicidée, car la seule idée de se marier lui avait paru insupportable. Elle s'était pendue à la pagode afin que tout le monde puisse la voir, puis la corde s'était rompue et elle avait échu, par hasard, sur une lanterne avant de prendre feu. C'était en tout cas la version officielle. Mais était-ce la véritable explication? Jinshi restait persuadé que son insistance à vouloir faire dire la vérité à la jeune fille l'avait poussée à la mort. Mao Mao, quant à elle, soupçonnait la jeune mariée d'avoir donné le parfum à la demi-sœur de Dame Lichou, mais, là encore, ce n'était qu'une pure spéculation. L'herboriste se rendrait à l'enterrement la tête pleine de questions sans réponse. Elle aurait pu refuser d'y aller, mais un détail continuait à la tarauder. Le prince impérial y serait lui aussi. Pourtant, rien ne justifiait qu'il assiste aux funérailles de la fille d'un dignitaire de province, mais le père de la disparue l'avait supplié de venir. Elle avait aussi fini par apprendre ce qu'avait hurlé le marié à son beau-père. « C'est la deuxième fois! J'attends la prochaine fille !» Heureusement, par leur simple présence, Jinshi et Gyokyun l'avaient contraint au calme. « Deuxième fois ?» se répétait Mao Mao. Ces quelques mots suffisaient à comprendre que, sous son vernis idyllique, tout n'était pas si rose dans ce mariage. « C'est bientôt l'heure, » annonça l'apothicaire en se levant de sa chaise. « Très bien, » répondit Adwo avant de poser sa tasse et de fixer son interlocutrice. « Au fait, je suis désolée, mais... » Qu'y a-t-il? L'herboriste se montrait intrigué. L'ancienne concubine n'avait pas pour habitude de prendre des pincettes. Si le prince de la nuit se rend à l'enterrement, j'imagine que son serviteur sera là aussi. Oui, c'est fort probable. Peut-on compter sur lui? J'ai entendu dire que c'était le fils de Gao Shun. Que penses-tu de lui? Jinshi a décidé de s'en remettre à lui, et ce n'est pas mon rôle de contester ses décisions, répondit-elle après un instant d'hésitation. Très robuste, le jeune militaire péchait encore par un manque flagrant de sagesse et de maturité. Toutefois, Mao Mao admettait volontiers qu'elle le jugeait à l'aune du travail de son père,
d'une efficacité à toute épreuve, ce qui ne pouvait que rendre son avis plus sévère. En outre, le prince impérial disposait d'autres serviteurs et gardes du corps. Sa sécurité ne reposait pas que sur Bazen. Aucun incident ne serait à déplorer cette fois-là. « Ne peux-tu vraiment pas donner ton avis ?» demanda Adwo d'un air grave. Souley versa de l'eau chaude dans la tasse vide de l'ancienne concubine. « Non, et puis je n'ai aucun pouvoir sur ces choses-là. »« Soit. » Mao Mao quitta la pièce, non sans un regard perplexe à son interlocutrice. Le suicide de la future mariée avait provoqué de tels remous que les funérailles, événements qu'on préférait souvent vivre dans l'intimité, furent loin de se dérouler dans le calme. La résidence de la défunte apparut en même temps qu'une succession de femmes tout de blanc vêtues, des pleureuses, à en juger par le voile qu'elles portaient. De loin, Mao Mao estima qu'elles étaient très nombreuses. Des couronnes de fleurs avaient été accrochées çà et là, et les serviteurs accouraient, tête baissée, pour accueillir les invités. L'herboriste ignorait si la tradition des pleureuses était répandue dans les provinces occidentales, mais la famille de la jeune défunte lui avait imposé le bandage des pieds. On pouvait donc supposer que les funérailles reprendraient aussi les coutumes de la capitale. À l'entrée de la demeure, on vérifia le nombre de pleureuses, avant de leur donner des petites plaques de bois en guise de laissez-passer. Un serviteur de la maisonnée se présenta devant elles et leur demanda de le suivre. Les femmes lui emboîtèrent le pas. Cette fois, la Han s'était joint à la délégation impériale. Il avait apporté des bouts de papier et censés représenter de l'argent et des objets du quotidien. « Pourquoi n'avoir pris que des imitations ?» s'enquit Mao Mao. « Me prendrais-tu pour un novice ?» lui répondit son cousin. Il ne fallait pas voir sa nature pingre comme la raison de son choix. Pour rendre hommage aux défunts, la coutume voulait qu'on apporte ce genre d'offrandes, puis qu'on les brûle pour que les morts ne manquent de rien, même dans l'au-delà. L'argent vous ouvrait décidément toutes les portes, y compris celle de l'enfer. Le neveu du stratège était encore vexé d'avoir été convié aux funérailles, mais pas au mariage. Néanmoins, il n'avait pas pu faire autrement. S'il s'était trouvé au banquet, Mao Mao n'aurait eu aucune raison d'accompagner Jinchi. Quant à Ali Kuson, le dernier membre de leur groupe, il n'était pas venu, sûrement accaparé par son travail. En plus, ce n'est pas du papier de pacotille. Il s'agissait même d'un matériau de très bonne facture qui n'aurait pas dénoté à côté de celui fabriqué par la famille du charlatan, bien qu'il soit impossible d'en déterminer la provenance. Un peu plus tôt, en lisant la lettre d'adieu laissée par la mariée, Mao Mao s'était d'ailleurs fait la réflexion que la capitale de l'Ouest disposait de papier de qualité. Cette ville est un carrefour commercial. En général, on évite d'y vendre de la camelote, lui expliqua Al-Lahan. À une autre époque, dans le pays de Li, l'exportation de papier se portait bien. La finesse du produit permettait de le vendre cher, y compris à l'Ouest. Quand la qualité avait commencé à se dégrader, les ventes, puis la production, s'étaient peu à peu taries, mais il se fabriquait encore du matériau de bonne facture, ici ou là. La veille, ils avaient arpenté le domaine autour de la bâtisse, à la nuit tombée, mais à la lumière du jour, Mao Mao remarqua la décrépitude de plusieurs bâtiments pratiquement en ruine. Les lieux avaient été construits sans réfléchir aux dépenses et les propriétaires actuels n'étaient pas en mesure d'en assurer l'entretien. Et donc, la promise allait épouser un jeune homme de Chao. Sauf que quelque chose clochait. Certes, il s'agissait là d'un choix avant tout diplomatique, mais le rapport de force n'en était pas moins biaisé. Le banquet avait eu lieu dans la demeure de la fiancée, mais le reste des noces se déroulerait dans le pays du marié. Par ailleurs, la manière dont la famille du promis avait réagi au suicide de la jeune fille suintait le mépris. La Han, déjà au fait de la situation, avait profité du trajet pour expliquer ce qu'il en retournait à Mao Mao. Sur le papier, cette famille est venue ici pour succéder au clan Yi, soit l'excuse parfaite pour se débarrasser d'eux. L'impératrice régnante, mère de l'ancien empereur, était une adepte de la méritocratie. Selon son point de vue, les fonctionnaires incapables de travailler correctement représentaient une nuisance, et ce en dépit de leurs caractéristiques physiques qui en faisaient les descendants des peuples du centre. Elle avait réussi à convaincre plusieurs familles de s'installer dans la capitale de l'Ouest en leur promettant de leur donner un nom s'ils acceptaient de gouverner le territoire. Le clan de la mariée était l'une d'elles. Sauf que les incompétents ne devenaient pas
tout à coup efficace grâce à un simple déménagement. Certaines familles n'avaient pas survécu aux maladies locales, quand d'autres, ruinées, s'étaient éteintes. La province occidentale était d'une importance cruciale pour la défense du pays. Pourquoi, dans ce contexte, l'impératrice régnante avait-elle agi de manière si inconsidérée? Tout simplement parce qu'à cette époque, elle était la femme la plus influente du pays. Les clans pouvaient bien succomber, d'autres prendraient leur place, comme celui de l'impératrice Gyokyo, incidemment. Pour permettre aux siens de survivre et prospérer, il fallait que la jeune fille épouse un homme étranger. Dans sa famille, on préférait mener ses affaires avec des personnes du même sang. Au fil des générations, on avait assuré de cette manière la survie du clan en mariant les filles dans d'autres contrées. En fait, il devait à la base épouser une cousine de la défunte, la fille du frère cadet du maître de maison, pour être précis. S'agissait-il de l'homme à la carpe qui s'était comporté de manière irrévérencieuse au banquet? Sans doute. Il semblait aussi heureux que s'il avait marié sa propre fille. Elle s'est donné la mort 10 jours avant la cérémonie. On n'aurait pas cru à un père endeuillé à le voir, rétorqua Mao Mao. La vie nous contraint parfois à rire de nos propres malheurs. Voilà qui expliquait pourquoi le marié avait parlé d'une deuxième fois. De surcroît, ses 2 fiancées étaient mortes de la même façon. Son pays souffrait-il d'une réputation à ce point effrayante? Les talons de Mao Mao et de son cousin claquaient sur les pavés arrosés par les carpes qui nageaient le long du chemin, accompagnant les pas des visiteurs d'éclaboussures au bruit rafraîchissant. Les habitudes alimentaires des poissons les poussaient à affluer dès qu'une personne passait à proximité. Devant la demeure, un groupe s'était déjà formé, les pleureuses qui larmoyaient. Mao Mao reconnut aussi plusieurs visages présents au banquet de la veille. Quelle foule! Le groupe tout de blanc vêtu, qui comptait plus de 50 professionnels, était impressionnant. Certaines avaient été embauchées en sus par des invités, mais tout de même, leur mission consistait normalement à verser toutes les larmes de leur corps. En ce cas précis, elles se retenaient, faute de quoi le niveau sonore eût été insupportable. Quand même, dire qu'elles étaient payées pour se lamenter. Avec une telle quantité de pleureuses, les disparités dans les compétences de chacune étaient inévitables. On entendait des voix gênées, des débutantes à n'en point douter. D'autres encore trébuchaient sur l'ourlet de leurs longues robes. Pleurer tout au long d'un enterrement devait être éreintant. D'ailleurs, des roulements s'effectuaient de temps en temps entre les rangées de devant et de derrière, sans doute dans le but de ne pas toutes les épuiser en même temps. Difficile de dire toutefois si les larmes de ces adeptes étaient vraiment les défunts à reposer en paix. Du point de vue de Mao Mao, il n'y avait rien après la mort. Enfin, il fallait bien que ces femmes gagnent leur pitance. L'herboriste regarda vers le ciel. Elle aperçut la pagode, à 4 étages, de l'autre côté du jardin. La perspective devait y être différente à présent qu'il faisait jour. Elle décida de s'en approcher sans remarquer le cours d'eau, où elle faillit tomber. Pour éviter une chute ridicule, elle s'agrippa à la hanne. « Qu'est-ce que tu fabriques » lança-t-il exaspéré. « Désolé. Étant donné la profondeur du canal, elle ne se serait sans doute pas fait mal. » Les carpes arrivaient déjà à toute allure, attirées par le bruit sur la berge. La veille, les lanternes avaient prévenu les accidents, mais le terrain était tout de même parsemé d'embûches. Malgré la distance qui les séparait de la pagode, les invités avaient couru tout le long du chemin, puis avalé les marches jusqu'au dernier étage de la bâtisse. Une course qui n'avait pas été de tout repos. L'apothicaire se souvint de l'étrange impression qu'il avait saisie la nuit précédente. Il existait là un lien. Elle le savait. « Hé, Mao Mao n'est pas de la pâture !» s'amusa Lahan. Les poissons ignorèrent sa remarque, préférant continuer à gober l'air dans l'espoir d'y attraper à manger. Tout à coup, le vent se mit à souffler, et un peu d'argent des morts tomba dans l'eau. Les carpes se jetèrent sur les morceaux de papier pour les dévorer avec voracité. Bientôt, il n'en resta plus rien. Muette de surprise, l'herboriste n'avait rien manqué de la scène. « Décidément, ça non plus n'est pas pour vous, » plaisanta Lahan. « Du papier, » dit Mao Mao en tendant sa main vers lui. « Du papier? Tu en as toujours sur toi, non? Il m'en faudrait quelques feuilles. » « Qu'est-ce qui te prend tout à coup »
répondit le jeune homme, soudain suspicieux. Malgré sa réticence, il s'exécuta, sortant de ses vêtements un petit carré blanc. Mao Mao le déchiqueta en petits morceaux qu'elle lança dans la mare. À nouveau, les carpes les gobèrent aussitôt. D'abord bouche bée, l'apothicaire s'écria brusquement « J'ai compris !» Puis elle s'élança vers la pagode. L'endroit où la mariée s'était pendue était visible du pavillon qui avait hébergé le banquet, mais il disparaissait dès lors qu'on se rapprochait de l'édifice. Elle pressa le pas jusqu'à ce qu'elle s'aperçoive d'un étang au pied du bâtiment. « Mais quelle mouche t'a piqué, bon sang! Que se passe-t-il » lança Lahan, hors d'haleine. Mao Mao releva sa jupe, puis s'avança dans l'eau. La pagode était proche de la berge, sans y être accolée. C'était dans cet interstice qu'avait été trouvé le corps de la mariée. Lahan, quand quelqu'un tombe d'une fenêtre, où est-il censé atterrir? Juste en dessous, en principe. Et en effet, c'était bien là qu'ils avaient trouvé la dépouille roussie. Seulement, et s'il s'agit d'un objet moins lourd qu'un corps, en admettant que la force et la direction du vent soient les mêmes qu'aujourd'hui? Tout dépend du poids, je dirais. Moins de 2 kin pour une taille identique à un être humain. La reine repositionna ses lunettes pour mieux jauger la distance. Il se lécha un doigt qu'il leva pour sentir d'où venait le vent. En tombant de là-haut, l'objet atterrirait un peu plus loin de la pagode, poursuivit-il. Il faut aussi prendre en compte la position du toit. Oui, la position du toit. Quand on considère cet élément, on comprend le nœud du problème. À présent qu'elle voyait l'édifice en plein jour, ses doutes se transformaient en certitude. La reine, à son tour, étudia l'endroit où le corps avait atterri, ainsi que le toit. En pleine réflexion, il pencha la tête sur le côté. Bien sûr, si Mao Mao avait remarqué ce détail, il ne lui avait pas échappé non plus. Le jeune homme avait un boulier à la place du cerveau. S'il avait été présent la veille au soir, il se serait vite rendu compte de cette incohérence, et plutôt que l'apothicaire. La jeune fille alla se placer là où Lahan le lui avait indiqué. Elle roula ses manches jusqu'au coude, puis plongea les mains dans l'eau pour fouiller sous la surface. Le fils adoptif du stratège, qui s'était accroupi, observait la scène, curieux de voir la suite. Peut-être s'ennuyait-il, car il s'était mis à dessiner par terre avec un petit bâton. Était-il en train de faire des calculs? « Qu'est-ce que vous faites » s'écria un serviteur après avoir aperçu les 2 invités au bord de l'eau. Errer dans une résidence où se tenaient des funérailles n'était certes pas le comportement le plus approprié. « Sortez de là, je vous prie. »« Ne vous occupez pas de moi, » répondit Mao Mao. Elle reprit son exploration du fond de l'étang, boueux à souhait. La terre limoneuse aurait fait un très bon engrais, avec tous ces excréments aquatiques. « Oui, faites comme si elle n'était pas là !» renchérit la reine d'un ton détaché. Le serviteur semblait néanmoins déterminé à arrêter l'apothicaire, qui ne lui prêta aucune attention, et continua de creuser. Si elle trouvait ce qu'elle cherchait, l'affaire serait résolue. De son côté, son cousin, sans lui mettre des bâtons dans les roues, ne faisait rien pour l'aider. Il regardait autour de lui nonchalamment. Le domestique s'approcha de la jeune fille en l'éclaboussant. Il finit par lui attraper la main. Elle tenta d'échapper à sa prise, mais ses pieds se coincèrent dans la boue, et elle tomba tête la première dans l'eau. « As-tu découvert quelque chose » lança soudain une belle voix claire. Mao Mao était toute crottée, avec ce domestique toujours accroché à son bras. Il sait choisir son moment, celui-là. Jinchi venait les honorer de sa présence. Bazan le suivait, le regard ébahi. Après avoir essuyé la boue qui barbouillait son visage, l'herboriste leur montra le bout de corde qu'elle avait trouvé. Les fibres arrachées rappelaient fortement l'extrémité qui s'était rompue. Et donc la mariée? Mao Mao repassa en revue ce qu'elle savait de toute cette histoire. Un mystère demeurait dans cette résidence. Il ne restait plus qu'à le faire éclater au grand jour. « La mariée est vivante »
annonça-t-elle, tout sourire. L'apothicaire demanda qu'on lui prépare une chambre afin qu'elle puisse se laver et se changer. Un bas aurait été plus que bienvenu, mais elle manquait de temps. Il allait lui falloir supporter la désagréable sensation de la boue accrochée à son cuir chevelu. Après qu'elle s'était rafraîchie, on l'avait menée dans la pièce à vivre de la demeure. Le maître de maison et ses proches jetaient des regards outrés à l'invitée grossière. Jinchi, Bazen, Lahan et les gardes du corps du prince étaient présents, à la différence du marié qui ne s'était d'ailleurs pas montré de toutes les funérailles. Au milieu d'une table reposait le bout de corde que Mao Mao avait trouvé en furetant dans la boue. À l'extérieur, visible par la fenêtre, la cohorte de pleureuses continuait de se lamenter. L'enterrement ne se conclurait que le lendemain. Les femmes vêtues de blanc passeraient sans doute la nuit dans la résidence. Les autres convives étaient partis. Il ne restait plus que les hôtes et la délégation impériale, dont Mao Mao faisait partie. « Expliquez-vous, enfin !» s'écria le maître de maison. Sur son visage, déformé par le désarroi, se lisait plus de tristesse que de colère. « Cette jeune fille va tout vous expliquer, dit Jinchi, enjoignant l'intéressé à s'avancer au centre de la pièce. La boue qui maculait la corde n'empêchait pas de voir qu'elle était neuve. « Je sais que c'est une dame du clan là, mais nous pleurons la mort de notre enfant. Pourriez-vous nous laisser en paix? Même vous, prince de la nuit, le comprenez, j'en suis sûre. » Ces paroles, bien accusant de détour, étaient clairement dirigées contre Jinchi. Le maître de maison avait dû mobiliser tout son courage pour exprimer cette critique, comme l'indiquaient les tremblements qui lui secouaient le corps. « Vous me voyez désolé de la peine qui vous accable. Néanmoins, je vous demande de prendre votre mal en patience, » répliqua avec autant de douceur que de fermeté l'homme nymphe. « Tous les invités sont partis et nous devons réarranger les lieux. Puis-je au moins congédier les pleureuses ?» Le prince impérial jeta un regard furtif à Mao Mao, qui fit non de la tête. Il recula d'un pas, laissant à l'apothicaire le soin de raconter la suite. « Si la mariée était bel et bien morte, je serais d'accord avec vous, » dit-elle en s'emparant de la corde avant de sortir de la pièce. « Suivez-moi, je vous prie. »« Qu'est-ce que vous dites ?» s'indigna le patriarche éploré. L'apothicaire ignora son intervention avant d'aller se placer devant le groupe de pleureuses. Elle s'accroupit. Les femmes en blanc la regardaient, perplexes. « Et voilà !» Mao Mao agrippa soudain les jupes de deux pleureuses qu'elle souleva vers le haut. Saisis par le choc, les témoins en furent bouche bée. La région bénéficiait d'un bon ensoleillement, mais les jambes de ces femmes, toujours à l'abri des rayons du soleil, restaient très blanches. Inarrêtable, l'apothicaire continuait son petit manège, passant toutes les pleureuses en revue. Plusieurs cris s'élevèrent. « Elle est horrible !» Ça me rappelle des souvenirs. Une fois, un marchand au goût douteux avait réuni une dizaine de courtisanes puis passé la nuit à soulever leurs jupes. La vieille tenancière avait d'abord protesté contre la vulgarité de telle manière avant d'abandonner. Attention, il y a une image, mais Mao Mao, mais plus ça passe et plus elle... Enfin, c'est pas une héroïne, c'est un monstre. Mais j'ai pas les mots là. Elle est horrible. Après tout, le client avait payé l'équivalent de 3 fois le tarif habituel. En cette... Oh, je suis désolée pour ce que je vais devoir lire. En cet instant précis, le comportement de Mao Mao n'avait rien à envier aux lubies de ce commerçant vicieux. Les victimes de l'apothicaire s'accroupirent, puis se figèrent. Soudain prises de panique, les autres s'enfuirent. Ça alors, je ne m'attendais pas à m'amuser autant. Tant qu'on n'avait pas soi-même pratiqué la chose, il était impossible de s'en rendre compte. Elles poursuivaient les pleureuses pour attraper leur ourlet. Encore un peu, et elle en viendrait presque à comprendre ce qu'avait pu ressentir le marchand. Décidément, il fallait que l'herboriste se ressaisisse. Oh, au secours. L'une des femmes manquait d'entraînement. Dans sa tentative de fuite, elle avait trébuché. Mao Mao, impitoyable, s'accroupit devant elle puis agita les doigts menaçantes. Le cri de la pleureuse résonna jusqu'au fond de la résidence, ce qui n'empêcha pas l'herboriste de lui attraper la jupe.
« Surveille tes manières !» la réprimanda Jinchi en l'empoignant par le coude. La jeune fille se retourna pour le regarder. L'homme nymphe semblait exaspéré. Ça va pas si c'est Jinchi qui a de la morale, là. « Toutes mes excuses, dit-elle avant de relâcher l'étoffe. J'ai trouvé ce que je cherchais. Une paire de... En plus, c'était pour regarder les chaussures. T'avais pas besoin de soulever. Tu pouvais juste regarder les pieds gentiment. Une paire de chaussures dépassait dessous la jupe de la pleureuse, souliers que sa propriétaire avait failli perdre dans sa fuite, car la taille ne correspondait pas du tout à sa pointure. Ses pieds, qui n'avaient pas une forme naturelle, étaient solidement emmaillotés dans du tissu. Ils étaient bandés. Mao Mao releva le voile de la pleureuse, révélant une jolie jeune fille aux yeux emplis de larmes. « Pardon, dit-elle en sanglotant. À qui s'adressait-elle? Certainement pas à l'herboriste. Vous êtes la mariée, voulait-elle dire, mais elle n'en eut pas le temps. Une autre femme aux pieds bandés vint se placer entre elles. L'une de ses servantes, se souvint l'apothicaire. « Qu'est-ce qui vous prend tout à coup? N'avez-vous donc aucun respect ?» hurla-t-elle à Mao Mao. Les yeux grands ouverts et les épaules tremblantes, la domestique tentait tant bien que mal d'empêcher ses larmes de couler. Elle se mordit la lèvre. « Laissez-nous tranquilles !» poursuivit-elle. « On a du travail demain !» Elle arrangea à la hâte la jupe de sa camarade, puis replaça son voile. Sauf qu'à présent qu'ils avaient découvert ses pieds bandés, ni Mao Mao ni Jinchi ne la laisseraient partir. C'était tout bonnement hors de question. L'herboriste eut alors des paroles cruelles. Le corps calciné, c'était le cadavre de votre cousine qui s'est suicidé, non? La pleureuse fut saisie de tremblements. Il portait la marque de la corde, c'est pour ça que vous avez organisé toute cette mise en scène de pendaison. Et puis il fallait aussi dissimuler les premières traces de décomposition, raison pour laquelle vous l'avez brûlé. L'accusée renifla dans une imitation parfaite de pleureuse. Elle semblait faite pour exercer ce métier à plein temps. Le père de la mariée, qui jusqu'à présent s'était tu, intervint. « Je ne comprends rien à ce que vous racontez, et j'aimerais que vous cessiez de profaner les obsèques de mon enfant. Impossible que cette pleureuse soit ma fille. » Il vint se placer à côté de la servante, juste devant Mao Mao. « Certes, je suis le premier à vous avoir parlé de ma petite fille, mais j'aimerais que vous cessiez de fourrer votre nez partout. » L'oncle de la mariée était en colère, lui aussi. Il prit la parole sans esquisser le moindre geste. « Comment expliquez-vous la mariée que nous avons vue flotter dans les airs dans ce cas? Elle était bel et bien pendue, puis nous avons trouvé son corps sur le sol. Les faits sont là. » Mao Mao secoua la tête. Certes, la mariée s'est pendue au dernier étage de la pagode et a chuté, sauf qu'il y a un problème. Le bâtiment possède 4 étages. Or, les toits du dessous sont plus larges que ceux du dessus, même si l'on ne s'en rend pas compte du prime abord. Que se passerait-il si quelque chose en tombait? Laha n'était plus douée qu'elle pour les démonstrations de logique. Elle lui tendit un bâton qu'elle avait ramassé. Il dessina la forme de la pagode dans la terre sur le même schéma qu'il avait réalisé pendant qu'elle fouillait dans la vase. L'orientation oblique du toit implique que tout ce qui en chute roule obligatoirement vers l'extérieur. Il faut également prendre en compte la force induite par la rotation, expliqua-t-il en ajoutant une flèche à son illustration. En d'autres termes, si l'objet tombe et qu'il roule sans être interrompu par un quelconque obstacle, il atterrira à une certaine distance de la pagode. Le corps roussi avait été retrouvé juste sous le toit, dans un angle dissimulé à la vue depuis l'entrée du bâtiment. Et, en effet, s'il avait chu dans les temps, il eût été impossible d'user de l'astuce de la calcination. Selon les principes qui régissent le mouvement et la vitesse, il est tout simplement impossible que le corps soit tombé à l'endroit où il a été trouvé, conclut l'expert en calcul. C'était le genre de moment où l'on pouvait compter sur lui. Son schéma venait compléter sa démonstration et faciliter la compréhension. Le cadavre brûlé avait été placé là au préalable. C'est juste que nous n'avons rien vu parce que la mise en scène de la mariée flottante nous a distraits, ajouta Mao Mao. La veille, le chemin jusqu'à la pagode était éclairé par des lanternes posées au sol. Dans l'obscurité de la nuit, les invités, non familiers des lieux, s'étaient laissés guider par ces lumières. La fumée des feux d'artifice et l'odeur d'huile avaient dissimulé fort à propos le corps déjà roussi. Quant à la véritable identité de la mariée flottante, voilà ce qu'il en est réellement, déclara l'herboriste. Elle sortit un bout de papier,
puis s'approcha de l'étendue d'eau, tapant consciencieusement du pied sur la berge. Elle déchira ensuite la feuille en petits bouts qu'elle éparpilla au-dessus de l'eau. Les carpes surgirent dans un concert d'éclaboussures pour les gober. Cette province a du papier de qualité à ne plus savoir qu'en faire. Par exemple, fabriquer ce qu'on pourrait prendre de loin pour une tenue de mariée. Le signal était tout trouvé. Les feux d'artifice, une couleur ou un son spécifique faisaient l'affaire s'il était lancé au moment de la découverte du corps de la mariée. Après avoir calculé à l'envers le temps nécessaire pour aller du pavillon où se tenait le banquet à la pagode, puis pour monter jusqu'au dernier étage, il suffisait ensuite de sectionner la corde de telle manière qu'on croit qu'elle avait cédé d'elle-même. Personne ne remarquerait la chute, trop occupé qu'on était à se ruer vers le lieu du drame. Hier soir, vous avez attrapé une carpe. Était-ce dans le but de faire fuir les poissons ? Demanda Mao Mao à l'oncle de la mariée. L'agitation que ce dernier avait provoquée parmi les carpes visait à mener les poissons là où il le voulait. Le feu d'artifice avait aussi pour but de les effrayer, mais il valait mieux mettre toutes les chances de son côté. La mariée de papier était tombée dans l'étang. Les carpes l'avaient mangée, ne laissant que les quelques fibres que Mao Mao avait trouvées en fouillant dans la vase. Quant au coupeur de cordes, il n'avait eu qu'à attendre l'arrivée des convives à la pagode. Plutôt que de risquer de se trahir en descendant à la va-vite, il lui avait suffi de se cacher à l'intérieur, puis de se joindre, l'air innocent, à l'attroupement qui ne tarderait pas à se former. Au demeurant, il n'était plus nécessaire de chercher qui avait joué le rôle du complice. S'il y a des objections à mon interprétation des faits, nous pouvons comparer la corde attachée au toit à l'extrémité qui a cédé. Involontaire ? À ces mots, le père de la mariée tomba à genoux. Les autres échangèrent des regards résignés. La servante qui s'était interposée avec courage entre Mao Mao et la pleureuse affichait à présent une expression lourde de regret. Bien entendu, la mariée n'aurait jamais pu exécuter ce plan seule. Les complices étaient nombreux. La famille tout entière, peut-être, avait participé à cette mise en scène. Sur les visages ne transparaissait nulle trace de duplicité, de la tristesse, pure et simple. Vous aviez prévu de mêler la mariée aux pleureuses pour lui permettre de s'enfuir. Mao Mao s'était trompé sur toute la ligne. L'incident avec le lion ne visait pas du tout Dame Lichou. Estimer correctement ce qui se tramait dans l'esprit des autres était un art difficile. Vous vouliez l'aider à échapper à son futur époux. De ce qu'elle savait, c'était le fiancé étranger qui avait amené le fauve dans la capitale de l'Ouest. Si les barreaux cédaient et que la bête s'enfuyait, la faute lui retomberait dessus. Une fois le prédateur libéré, il suffisait de répandre parmi les invités du banquet le parfum adéquat pour l'enrager. Que la demi-sœur de Dame Lichou s'y soit trouvée mêlée n'était que pure coïncidence, en fin de compte. En temps normal, on aurait rapidement découvert le poteau rose et décidé d'une punition sévère pour le futur époux. Hélas, les comploteurs n'avaient pas anticipé le caractère méticuleux de Jinshi et de Gyokyun qui, au lieu de faire un esclandre, avait pris le temps de rassembler des preuves. Vexé par la tournure des événements, le marié avait préféré rentrer chez lui sans demander son reste. À l'origine, il devait participer à un banquet pour célébrer son départ, prévu le jour suivant, celui de ses noces. Voilà qui expliquait son absence aux funérailles. Il était déjà sur le chemin du retour. Si tout s'était déroulé comme il aurait dû, la future mariée l'aurait accompagné pour passer sa vie avec lui. Sa famille, affolée, avait choisi de mettre en scène sa mort afin d'éviter cette séparation. Pour la protéger, ils étaient même allés jusqu'à utiliser le cadavre de sa cousine. Pourquoi avoir eu recours à de tels moyens ? Demanda Jinshi. Avez-vous la moindre idée de ce que ma fille a subi ? Répondit l'oncle de la mariée. Pour ces gens-là, nos femmes ne valent pas plus que des esclaves. Le premier soir, ils les marquent au fer rouge, comme si elles n'étaient que du bétail. Les mariages étaient rarement équilibrés. Bien souvent, la balance penchait davantage d'un côté que de l'autre. Lorsque la situation n'était pas en notre faveur, on ne pouvait que flatter l'ego de l'autre partie. Or, cette famille avait déjà sacrifié une de ses filles. « Il suffit de voir mes pieds, » intervint la mariée, déguisée en pleureuse. « C'était une exigence de mon futur époux. Il voulait que je ressemble à une fille de l'Est. Je doute qu'il m'ait perçue comme autre chose qu'un objet pour agrandir sa collection. » Sa dame de compagnie l'observait sincèrement peinée. Le choix du marié étranger s'était initialement porté sur la cousine,
mais il avait sans doute réclamé qu'on bande les pieds de la malheureuse et d'une de ses servantes pour les avoir en réserve, au cas où. Toute émotion avait disparu du visage de Jinchi, mais Mao Mao voyait qu'une flamme brûlait au fond de ses yeux. Nous qui n'avons rien à offrir à ce pays, nous n'avions pas le choix, dit le père de la mariée. Croyez-vous que si j'avais eu plus de talent, mon enfant aurait pu fleurir comme l'une des belles roses du jardin impérial? Avait-il lancé cela à l'adresse de Gyokyuan, dont la fille, elle aussi d'origine occidentale, avait réussi à se hisser au plus haut rang de la société? Si l'impératrice réunionnante nous portait dans son cœur, pensez-vous qu'elle nous aurait envoyés dans un endroit pareil? Renchérit le notable. Jinchi tourna le dos à la famille affligée par le désespoir. Ils avaient commis un crime grave. Dans leur tentative de sauver leur fille, ils auraient pu causer bien d'autres victimes. Aurions-nous réussi à sauver notre foyer? Le châtiment qui les attendait n'aurait rien de tendre. Mao Mao ignorait juste si Jinchi montrerait assez de maturité pour faire la part des choses. Quand bien même, l'herboriste avait une opinion bien à elle sur la situation. Un foyer vaut-il la peine d'être sauvé à tout prix? Murmura-t-elle pour elle-même. Elle s'approcha des deux femmes aux pieds bandés, levées l'une contre l'autre. Puisque l'apothicaire ne croyait pas tout à fait à l'argument avancé par le patriarche, elle leur demanda « Puis-je vous poser une question ?» Elle prit leur silence pour un oui. « Parmi les personnes à qui vous avez donné le parfum, je crois me souvenir d'une femme prétentieuse aux dents carriées. Comment avez-vous fait sa connaissance ?» La servante riva son regard au sol. C'était donc elle qui était entrée en contact avec la demi-sœur de dame Lichou. Étrange. De prime abord, on aurait pu penser la jeune femme incapable de se montrer aimable avec une inconnue. Je ne me souviens pas très bien, mais je crois qu'elle avait 18 ou 19 ans et de larges hanches. D'une largeur de 3 shaku et 1 sun environ, lança Lahan de nulle part. Même si ces chiffres n'étaient sans doute qu'une estimation, Mao Mao écrasa pour la forme les orteils de son cousin. « S'il vous plaît, répondez-moi. Ce sera bénéfique pour tout le monde, » reprit l'apothicaire. « C'est une diseuse de bonne aventure qui m'en a parlé, » finit par avouer la dame de compagnie. « Une diseuse de bonne aventure ?» La servante hocha la tête, les yeux baissés. « C'est une célébrité dans la capitale de l'Ouest. On ne parle que d'elle. » Au début, la suivante pensait qu'il ne s'agissait que de rumeurs. Seulement, quand elle était allée voir la voyante, la voyante avait vu juste à son sujet, si bien que petit à petit, elle s'était mise à y croire. Ma regrettée maîtresse est allée lui demander conseil. Je suis surprise qu'elle ait pu la consulter. Le sujet qui tracassait la dame de compagnie, le mariage de sa maîtresse avec un homme étranger, n'était pas de ceux qu'on pouvait mentionner à la légère. Mao Mao n'avait pas pour but de lui faire des reproches, mais un doute s'était immiscé dans son esprit. La suivante pointa un doigt en direction de la cité. Elle discutait dans la chapelle, en ville. Le bâtiment, qui rappelait celui qui se trouvait dans la résidence de Gyokyuan, contenait, semblait-il, un espace séparé où l'on pouvait converser. La diseuse de bonne aventure le louait pour y travailler. En général, ce genre d'endroit était réservé aux prêtres de religion étrangère qui y faisaient leurs prêches, mais une donation suffisante permettait visiblement d'utiliser les lieux pour des réunions secrètes. La dame de compagnie de l'ancienne mariée avait dissimulé qui elle était, mais nul besoin de chercher longtemps pour découvrir son identité. La voyante n'avait eu qu'à se glisser dans la faille. « C'est moi qui ai fourni le parfum. C'est également moi qui ai suggéré de saboter la cage. Tout est ma faute, » s'écria la servante avant de laisser sa tête retomber. Elle refusa que d'autres jeunes filles choisissent de se donner la mort parce qu'elle n'avait pas écouté la diseuse de bonne aventure. Voilà où elle avait trouvé le courage de passer à l'action. Elle regarda Mao Mao d'un air suppliant, mais son sort ne reposait pas entre les mains de l'herboriste. C'était aussi la voyante qui avait suggéré à qui donner le parfum. Elle avait fourni des descriptions assez vagues pour certains noms ou quelques caractéristiques, tout en se montrant plus précise pour d'autres, comme pour la demi-sœur de dame Lichou. En fin de compte, la servante avait vendu le parfum à 3 personnes différentes. « Cette jeune fille n'est pas la seule responsable. C'est moi qui ai saboté la cage. »
dit l'oncle de la mariée en s'avançant. Apparemment, il avait trouvé la dame de compagnie en plein tourment et l'avait interrogée. Le fardeau, trop lourd à porter pour elle seule, l'avait poussée à se confier. Puisque c'est ainsi, j'ajouterai que c'est moi qui ai réfléchi à la mise en scène. J'ai même profané la tombe de ma nièce, dit à son tour le père de la mariée. Non, c'est moi qui t'ai dit d'utiliser son corps, mon frère. Témoins de cet échange, les femmes de la famille sanglotaient en silence. C'est donc vous qui avez mis ce plan à exécution, et non la voyante, demanda sans détour Jinchi. Oui, après ce qui s'est passé hier, nous n'avons pas eu le temps de consulter la diseuse de Bonaventure. Et elle? Pouvait-elle vous voir à sa guise? Le prince impérial observait la famille en proie à la souffrance. À cette expression concentrée, on voyait qu'il réfléchissait non à la punition, mais au lien qui pourrait être fait avec la suite des événements. Mao Mao le regardait sans rien dire. Malgré les recherches, la diseuse de Bonaventure, qui qu'elle fût, resta introuvable. Heureusement, grâce au témoignage d'un religieux de la chapelle, ils apprirent où elle vivait. L'argent ouvrait bel et bien toutes les portes. Une offrande suffit à lui délier la langue. Le lieu de vie de la voyante était désert. Le seul élément qu'ils purent tirer de leur visite était qu'elle semblait suivre le mode de vie des contrées de l'Ouest.